Bonjour à tous et bienvenue pour cette table ronde sur le thème des idées reçues sur le consentement dans les relations amoureuses. Pour parler de ce thème très intéressant, nous allons avoir donc, Pauline Mouty. Voilà, bonjour. Ah bah, je me présente du coup, c'est bon? Ok. Vas-y, tu le feras mieux que moi. Eh bien, moi c'est Pauline Mouty ou Miss Pauline ou la mal biaisée. Donc je suis enseignante en collège et lycée en anglais, aucun rapport. En particulier dans les filières technologiques. Je vais faire ma pub vu que tout le monde fait sa pub pendant les tables rondes. Demain, je fais quelque chose sur les métiers genrés et l'orientation au lycée en particulier. Bref. Aujourd'hui, on est là pour parler de consentement. Moi, j'ai également, en parallèle de mon emploi de professeur, une chaîne YouTube où je parle de plein de sujets qui ont attrait à l'esprit critique, mais aussi aux sujets plus militants, plus féministes. Et je vais laisser ma camarade se présenter maintenant. Voilà, donc Léa Chou. Du coup, bonjour à tous. Moi, je suis Léa. Je suis étudiante en master de sociologie en recherche. Et en parallèle, je fais de la vulgarisation sociologique sur ma chaîne YouTube. Et en gros, j'essaye d'inviter les gens à se questionner sur leur façon de penser et comment ils en sont arrivés à faire telle ou telle chose. Et du coup, voilà, j'essaye de lier mes deux passions pour les sciences humaines et sociales et la vulgarisation. Voilà. C'est une bonne présentation. Donc, en introduction de cette table ronde, nous avons une petite vidéo que je pense certains peut-être connaissent. Mais... en fait, elle est très connue. Nous, on nous a demandé de faire cette conférence. C'est pas nous qui l'avons demandé, on nous l'a proposé, on a dit oui. Mais le truc, c'est qu'on s'est rendu compte que pour nous, c'est des évidences. Parce que en fait, le consentement, c'est comme une tasse de thé. Donc, normalement, certains connaissent déjà la vidéo. Donc, quand la régie sera prête, s'il vous plaît. Alors, on n'a peut-être pas les slides, c'est ça le truc. Super, ils ne l'auront pas donné, voilà. C'est génial. Donc j'ai vu que beaucoup la connaissaient, donc fermez les yeux, rappelez-vous de la vidéo. C'est parfait. Parce qu'on n'a pas de slides. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, c'est super, on a préparé un truc, ça ouais. Alors peut-être qu'on s'est tous attendus pour transmettre Non, moi j'ai envoyé ce qu'il fallait, mais c'est pas grave, ça n'a pas été transmis. Même hier soir, c'était essentiel. Bon. C'est pas grave. Du coup, le consentement, c'est comme une tasse de thé. À la base, c'est une vidéo qui a été faite en Angleterre pour sensibiliser en particulier les jeunes à ce qu'est le consentement, sans évoquer de choses trop dures à entendre pour des jeunes. Cet après-midi, normalement, c'est une intervention qui est accessible à partir de 12 ans, donc on va faire un peu attention aux mots qu'on emploie. Et donc l'idée, c'est que une relation amoureuse, une relation sexuelle, c'est comme proposer une tasse de thé. C'est-à-dire que la personne est toujours en mesure de dire oui ou non. Et après, on lui prépare sa tasse de thé, libre de la boire ou non, même si on l'a préparée. Non, j'essaye du coup d'avoir le oui, mais on n'a pas tout on avait tout sur le PowerPoint, on avait tout bien préparé. C'est vrai qu'on avait fait bien nos devoirs et que c'est un peu compliqué. Donc, moi c'est dommage de pas avoir la vidéo. C'était ma faute. Non, mais c'est pas grave, on va laisser les gens imaginer. Cette histoire de tasse de thé. Non, mais... Donc concrètement, l'idée du consentement, vous avez le droit de dire oui, vous avez le droit de dire non, et surtout si vous avez dit oui. Elle est là. Oui, merci nous, beaucoup. Mais oui, vous voulez pas. Ah bah c'est super. Il y en a... Bravo Antoine. Alors je suis désolée, je crois que c'est la version en anglais. You say, hey, would you like a cup of tea? And they go, oh my God, I would love a cup of tea, thank you. Then you know they want a cup of tea. If you say, hey, would you like a cup of tea? And they're like, I'm not really sure. Then you can make them a cup of tea, or not, but be aware that they might not drink it. And if they don't drink it, then, and this is the important bit, don't make them drink it. Just because you made it doesn't mean you're entitled to watch them drink it. And if they say, no thank you, then don't make them tea at all. Just don't make them tea. Don't make them drink tea, don't get annoyed at them for not wanting tea, they just don't want tea, okay? They might say, yes please, that's kind of you. And then when the tea arrives, they actually don't want the tea at all. Sure, that's kind of annoying as you've gone to all the effort of making the tea, but they remain under no obligation to drink the tea. They did want tea, now they don't. Some people change their mind in the time it takes to boil the kettle, brew the tea, and add the milk. And it's okay for people to change their mind.
and you are still not entitled to watch them drink it. And if they're unconscious, don't make them tea. Unconscious people don't want tea, and they can't answer the question, do you want tea? Because they're unconscious. Okay, maybe they were conscious when you asked them if they wanted tea, and they said yes, but in the time it took you to boil the kettle, brew the tea and add the milk, they're now unconscious. You should just put the tea down, make sure the unconscious person is safe, and this is the important part again, don't make them drink the tea. They said yes then, sure, but unconscious people don't want tea. If someone said yes to tea, started drinking it, and then passed out before they finished it, don't keep on pouring it down their throat. Take the tea away. Make sure they are safe, because unconscious people don't want tea. Trust me on this. If someone said yes to tea around your house last Saturday, that doesn't mean they want you to make them tea all the time. They don't want you to come around to their place unexpectedly and make them tea and force them to drink it, going, but you wanted tea last week. Or to wake up to find you pouring tea down their throat, going, but you wanted tea last night. If you can understand how completely ludicrous it is to force people to have tea when they don't want tea, and you are able to understand when people don't want tea, then how hard is it to understand when it comes to sex? Whether it's tea or sex, consent is everything. And on that note, I'm going to make myself a cup of tea. Bon, bien sûr, ça fait toujours rire cette vidéo parce que c'est drôle. Alors, c'était au cas où vous n'ayez pas tout compris. Ça fait toujours rire parce qu'elle est très explicite, puis c'est toujours drôle de voir le thé et tout ça. Quand on comprend à quoi ça fait référence, c'est très important. Ça reste très très important de comprendre que il faut respecter en fait les choix de chacun. Le consentement, du coup, maintenant c'est un sujet dont on parle beaucoup. Il y a eu notamment avec le MeToo, etc., où c'est un sujet qui a pris de plus en plus d'ampleur. Mais il faut savoir que c'est quelque chose qui existe depuis toujours et c'est quelque chose aujourd'hui on questionne, notamment avec l'enfance et l'éducation au consentement chez les enfants, puisque le consentement c'est avant tout une relation de pouvoir. Moins on a de pouvoir Enfin, ça touche en fonction du genre, de l'ethnie, de l'économie, etc. Plus on sera sensible à ne pas réussir à dire non, à ne pas réussir à se faire entendre, puisqu'on a peur. Et ça vient notamment du coup à l'enfance, puisque nous sommes éduqués à écouter nos parents et ainsi de suite. Et souvent, dans les éducations, on n'a pas ce truc que nos parents puissent nous dire tu as le droit de ne pas être d'accord pour certaines choses, tu as le droit d'exprimer ton non-consentement, en fait, notamment le consentement chez les enfants, de dire si quelqu'un touche des parties de ton corps et que tu n'es pas d'accord, c'est important d'en parler. Et c'est des sujets dont on ne parle jamais avec des enfants, puisqu'on se dit non, mais ils sont trop jeunes, etc. C'est des sujets qui, c'est peut-être pas le bon moment, mais en tant que parents, on a quand même, mine de rien, un devoir à jouer sur l'apprentissage de ce consentement et l'apprentissage de dire, en fait, c'est OK de dire non. Et si la personne en face n'accepte pas ce non, et même nous en tant que parents, c'est toujours compliqué de se dire à quel moment le non est non. Enfin, il y a vraiment il y a des milliards de choses à dire sur ce consentement, mais il y a pas mal de règles, de choses à dire à son enfant sur ça. Ouais. La première chose, c'est peut-être de dire c'est ton corps. En fait, c'est ton corps, tu as des droits sur ton corps que tu n'as pas sur le corps des autres aussi, parce que c'est aussi ça, le consentement, c'est pas uniquement dire à son enfant les gens n'ont pas le droit de toucher, mais c'est aussi toi, tu n'as pas le droit de toucher les autres sans leur demander. Ça veut dire que c'est pas tes amis qui ont le droit de décider pour toi, c'est pas les étrangers, c'est pas les adultes que tu connais qui peuvent décider, c'est toi. Par contre, là, on parle quand même d'enfants qui sont aptes à réfléchir, verbaliser, etc., puisqu'il y a quand même un gros souci. Alors, on va faire comme avec notre ami Sébastien Canévé de la chaîne Vous avez le droit. Quand on parle de droit, on prend ces opinions et on les met dans le vestiaire des opinions. Puisque la loi française actuelle, elle dit que... Alors, hop, je reprends... Et forcément, je suis obligée de tricher parce que je l'ai pas... Alors, moi, j'ai une définition du... Alors, on n'a pas de définition du consentement dans la loi, on a une définition de la transgression du consentement, justement. Donc, moi, j'ai trouvé une définition qu'on trouve sur Éducaloi, c'est le site canadien pour la loi. Chacun des partenaires doit consentir à une activité sexuelle, c'est-à-dire que chacun accepte que l'activité ait lieu, que ce soit une relation sexuelle, un baiser ou tout autre geste de nature sexuelle. Le consentement des partenaires doit être clair, libre et éclairé.
Et en France, on fait une petite différence sur les mineurs. C'est que l'âge légal du consentement sexuel s'est établi à 15 ans. C'est-à-dire qu'à partir de 15 ans, un mineur peut avoir des relations avec un adulte majeur. Attention, ça ne veut pas dire que toutes les relations sont saines. Ça veut juste dire qu'à partir de 15 ans, s'il y a une plainte, il faudra prouver le non-consentement. Sauf, bien sûr, dans les cas d'inceste, où là, c'est pas en dessous de 18 ans. Et surtout, il y a quelques années, est passée une loi qui dit qu'en dessous de 13 ans, un mineur ne peut pas consentir. D'office, on considère qu'il n'y a pas de consentement, en fait. À partir de 13 ans, les mineurs peuvent consentir sauf concernant un adulte. Un moins de 13 ans, pas de relation avec un adulte. En dessous de 13 ans, c'est compliqué, ça va dépendre de l'âge. Globalement, les mineurs peuvent consentir si l'écart d'âge avec leur partenaire est inférieur à 5 ans. Donc, petit placard des opinions, vous avez le droit de ne pas être d'accord, c'est la loi. Mais je ne l'ai pas précisé, il me semble que c'est en dessous de 12 ans, il ne peut pas y avoir de consentement du tout, il me semble, à vérifier. Mais ça pose cette question, c'est à partir de quand un enfant il est capable d'exprimer son consentement. Alors nous, on a parlé des câlins, des bisous, parce que là, pour le coup, c'est quelque chose que l'enfant peut concevoir. Typiquement, la tante qui voit une fois par an, qui veut absolument lui faire une grosse bise bien baveuse sur la joue. Si l'enfant il n'a pas envie, peut-être que la première chose à apprendre sur le consentement, c'est lui dire tu as le droit de dire non, en fait. Tu as le droit de vouloir juste lui serrer la main, de lui faire juste un coucou. C'est ça. C'est la notion de dire à son enfant qu'il a sa part, il peut donner ou non son accord. Et si c'est un peu flou, souvent pour un enfant, de qu'est-ce que oui ou non donner son accord, il faut essayer de le questionner autour de ses émotions. Je prends vraiment l'exemple basique, typique de ma propre personne. Moi, j'ai toujours été très réticente à toucher les gens. Vraiment tous les gens, câlins, bisous, etc. Et c'est vrai que c'est toujours compliqué quand un enfant arrive et dit non, mais moi, je veux faire des bisous à tout le monde, à personne, je veux faire des câlins à personne. Tu passes un petit peu pour l'enfant très chiant, qui ne veut pas faire tout ce qu'on lui demande de faire. Mais moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais supporté et jamais comprise, même à l'âge adulte. Et c'est vrai que j'ai eu la chance que j'ai pu en parler à ma mère et qui a un peu dit à tout le monde, en fait, elle ne veut pas faire de bisous. Au pire, vous pensez qu'elle est relou, peut-être, mais en tout cas, c'est comme ça. En fait, elle l'a dit qu'elle ne voulait pas en faire. Et c'est important parce que plus on force un enfant à faire de ce genre de choses, des choses qu'il ne veut pas, des choses que son corps lui dit que c'est pas OK. Là, on parle pas de besoins vitaux. Je veux dire, c'est un peu le débat de dire oui, mais mon enfant, il faut qu'il se couche à telle heure, donc je vais pas lui demander son accord. Là, on parle de bise qui n'est pas vitale, de faire la bise. Il y a plein d'endroits où on ne fait pas la bise, mais c'est vrai que c'est important de pouvoir écouter son enfant sur ça parce que ça crée des traumatismes à l'âge adulte, de se forcer. Et puis, ça nous met dans une position de quand je suis pas d'accord, parce que je dois être poli, parce que je ne dois pas être l'enfant relou, parce que je dois plaire et être pas rejetée, je dois me forcer à faire ce bisou, me forcer à dire oui. Et en fait, ça joue sur tout le reste de sa vie de quand tu seras dans ton couple, c'est ton copain, donc pour pas qu'il te quitte, parce que c'est ton premier copain, parce que c'est déjà bien qu'il soit... Enfin, tous ces trucs-là font que tu te retrouves à dire oui, alors que tu n'en as pas du tout envie, en fait. Voilà, c'est l'idée de fixer ses limites, faire respecter ses limites et respecter les limites des autres. Et tu as fait une petite parenthèse sur le fait qu'on ne parle pas de l'heure du coucher, etc. C'est un problème aussi parce qu'il y a bien sûr des excès dans tout, évidemment. On parle toujours d'enfants qui sont capables d'exprimer leur consentement, même verbalement, etc. Parce que, par exemple, on va avoir le bébé qui pleure quand on veut lui faire son vaccin. C'est triste, c'est toujours très traumatisant. Moi, je me souviens très très bien du premier vaccin de mon bébé. C'était extrêmement dur de le voir crier, mais je sais qu'il en a besoin et que de toute façon, il avait quelques mois, il n'a pas encore la capacité d'avoir un jugement par rapport à cela. On peut poser la question, bien sûr, quand ils sont capables de comprendre les enjeux, de dire, par exemple, c'est pas OK, je pense par exemple aux jeunes filles qui commencent à avoir leurs premières règles, qu'on va emmener chez la sage-femme ou gynéco, elle est apte à dire, ça c'est pas OK pour moi, qu'on me touche à cet endroit-là, etc. Mais les professionnels de santé, normalement, sont aptes à entendre ça et doivent respecter la liberté de chaque patient. Au passage, toutes les personnes qui vont chez le gynécologue ou sage-femme, sachez qu'au passage, l'examen vaginal n'est pas obligatoire systématiquement. Ça peut aussi être simplement un échange. Voilà. C'est s'il y a besoin.
Bref, ça c'était la petite parenthèse. Mais le truc, c'est que c'est toujours dur en tant que parent parce que c'est trop facile. Enfin, on va pas dire c'est la faute des parents parce que c'est trop facile. Mais je pense que autant nous, en tant qu'adultes, on doit aussi se questionner sur notre consentement en général, le fait de nous. Qu'est-ce que sont nos limites à nous? Parce que souvent, en fait, on nous a jamais laissé l'espace de se demander qu'est-ce qui est OK ou qu'est-ce qui est pas OK. Par exemple, l'exemple du médecin. C'est pas parce que c'est un médecin qu'il se doit de vous imposer des choses. Et il y a aussi le truc d'autorité qui fait que quand c'est quelqu'un qui a ce pouvoir, cette notion de pouvoir toujours, on va se dire du coup on est obligé d'accepter parce qu'il le sait mieux que nous. Mais en fait non, il y a des signes, il y a des choses physiquement, il y a des choses qu'on ressent qui ne sont pas discutables. Pour moi, c'est non. Et je ne veux pas dire oui pour faire plaisir à la personne. Et c'est hyper important, et un docteur n'a pas à vous imposer ça, et c'est même problématique s'il se retrouve à vous dire si, tu es obligé de... On s'éloigne du sujet. On va essayer de revenir dans les relations amoureuses. Oui, mais moi je dis c'est parce qu'on n'a pas le PowerPoint. Il faut trouver des excuses. On vous aime à la régie, désolé, c'est pas votre faute. Du coup, la question c'est toujours, moi j'entends souvent, ouais, mais avec toutes leurs histoires de consentement, de MeToo, on sait plus quoi faire, on sait plus quoi dire. À votre avis, il faut faire quoi quand on ne sait pas? On fait rien? Non, on demande. Est-ce que c'est OK? Simplement, quand moi je vois depuis ce matin, je vois des gens que je connais qui arrivent, qui font est-ce que c'est OK? On fait la bise, on se prend dans les bras, on se serre la main, on fait rien. C'est ça prend 3 secondes. Posez la question. C'est tout bête. Et il y a pas trop d'enfants, mais c'est tellement sexy de poser la question est-ce que je peux t'embrasser? Est-ce que je peux te prendre la main? Parfois c'est oui, parfois c'est non, et puis voilà en fait. Et ça se discute aussi dans le couple. Pour l'exemple du coup moi qui ne suis pas du tout câlin, c'est quelque chose que j'ai dû en parler avec mon copain, lui dire moi je préfère que tu me demandes. Lui il me dit moi non. Ok. Mais du coup c'est important de savoir poser ses limites et d'oser les poser, parce que c'est toute une question de la personne en face, si elle vous aime et si vous êtes dans une relation qui se passe bien, logiquement, vous pouvez poser vos limites sans que celles-ci soient sans cesse négociées, sans cesse remises en question, etc. Vous avez le droit de dire, moi, j'aime pas les câlins. C'est pas que j'aime pas les câlins, c'est que des fois, j'en ai pas envie, et des fois, oui. Et ça coûte rien de poser cette petite question de est-ce que je peux ou non. Et puis c'était toute la question de la tasse de thé, c'est-à-dire qu'on propose une tasse de thé, on n'est pas là à forcer la personne à boire, en fait. Et on se met pas en colère si elle dit non, et on négocie pas. Si. En plus il est bien monté, il est bien chaud là. Je viens juste de le faire. Et puis je peux même te rajouter une tranche de citron. Non, on négocie pas en fait. On avait préparé des petits mythes autour du consentement. Des petits slides de mythes. Alors le génial, qui ne dit mot consent. Alors celui-ci. Ah, j'en ai vu. Il pique celui-là, il pique. En plus c'en est un qu'on entend énormément. Souvent, la blague en plus. La blague. Ouais, c'est la bonne blague. Qui ne dit mot consent. Donc non, ne rien dire, c'est non. Non. Ça peut être ne rien dire parce qu'on n'ose pas. Malheureusement, on est souvent éduqué à se taire et à pas exprimer notre non-consentement. Ça peut aussi être, comme on disait, la personne qui est inconsciente. Ouais. Non. Ouais. Non. Ça paraît évident, mais non. C'est juste, faut le redire quand même. Il y a le quand tu dis oui, c'est oui. Non, mais t'as dit oui, c'est bon, tu vas pas changer d'avis maintenant. Alors, une personne peut dire oui, et ça, c'est vraiment, je pense, un des trucs les plus compliqués à se dire, c'est que souvent, quand on dit oui, et qu'après, en fait, il y a eu un laps de temps ou même quelques minutes qui passent, et on se dit, en fait, non. Et en fait, on va avoir peur ou on va culpabiliser de dire oui, mais tu sais, la personne, j'ai dit oui, donc elle était hyper emballée à l'idée d'eux. Et au final, maintenant, c'est non et j'ai peur de la vexer, etc. En fait, non. C'est parce que du coup, tu te retrouves à te forcer à faire quelque chose que tu n'as pas envie. Et ça se passe jamais très bien. Quand t'as pas envie de faire quelque chose, il y a mille raisons. Ouais. Il y a 1000 raisons pour ne plus vouloir. Ah oui. Et c'est pas parce que la personne a préparé la tasse de thé qu'on est obligé de la boire. En fait, c'est une fois que la tasse arrive, ça se trouve la couleur du thé vous plaît pas, ça se trouve vous avez juste plus envie, plus soif. Plus soif. C'est trop chaud, peu importe. Mais rien ne vous oblige à boire cette tasse de thé, quoi. Et la personne en face ne doit toujours pas vous dire oui, mais la culpabilisation autour du non est quand même horrible. Ouais. Alors un autre, c'est on en a parlé et la personne a changé d'avis, elle a dit oui après.
Non, mais ça va, je lui ai apporté la tasse de thé, je lui ai montré je lui ai bien montré, franchement, qu'elle était bien. La négociation dont on a déjà parlé. Là, c'est un truc qu'on voit beaucoup, notamment dans les tasses de thé forcées. Le fait que quelqu'un va dire oui, mais la personne dit non, et pendant 1, 2 heures, 3 heures, ça va être oui, mais avec l'autre, tu buvais tout le temps ta tasse de thé, avec moi, tu la bois pas vraiment. Du coup, voilà. Et puis au final, la personne va dire, mais au final, elle a bu la tasse de thé, donc c'est bon. Mais en fait, ça a pris... Un consentement arraché n'est pas un consentement. En fait. Il y a aussi le fameux... autour des mecs aussi, il y a le mythe du fait que les mecs ont toujours envie. Donc on le met ici parce que... on pense un peu à vous. Voilà. Merci. C'est vrai que les mecs, ils ont tout le temps envie, de toute façon. Bah non, c'est OK de pas avoir envie, même si on a un pénis, qu'on est genré au masculin, c'est OK, en fait. Ouais, c'est OK de dire non aussi quand on est un homme, et il n'y a pas de honte à ne plus avoir envie ou ne pas avoir envie de rapport et de boire du thé, du coup. Et il n'y a pas non plus de pression à se mettre. Le consentement, c'est pour tout le monde. Vraiment, il n'y a pas de oui, non... on lui demande pas parce que c'est un homme. Voilà. Donc, parce qu'il y a quand même une pression aussi sur les hommes, faut le savoir, au niveau de la performance. Ouais. Voilà. Il y avait. Mais l'autre jour, elle m'a dit oui aussi. Bah, c'est pas parce que l'autre jour elle t'a dit oui que là aujourd'hui elle te dit oui. Et c'est pas parce que la personne dit oui une fois que ça sera tout en oui aussi. C'est pas un oui ne vaut pas pour toute la vie. Ça se redemande. Et il y a aussi le on est en couple et du coup je ne peux pas dire non. Parce que... le fameux devoir conjugal. Le devoir conjugal et tout ce qui se rapproche. Voilà, là, c'est là qu'on parle de trucs un peu moins drôles, parce que malheureusement... alors déjà, maintenant, c'est une circonstance aggravante dans le cas d'agression sexuelle. Le fait que ce soit dans un couple, c'est une circonstance aggravante au niveau de la loi. Ce qui est très inquiétant, très triste, c'est que contrairement aux idées reçues, justement, les non-respects de consentement, c'est pas dans une ruelle sombre, c'est pas une personne inconnue. Dans l'écrasante majorité des cas, alors j'ai plus le pourcentage en tête, et évidemment j'ai pas emmené mes notes, c'est je crois de l'ordre de plus de 80 ou 85%, où ce sont au sein de couples ou au sein des personnes les plus proches, parents aussi, les parents. Les amis proches, les amis d'amis. C'est souvent, la plus grande majorité du temps, c'est des personnes qu'on connaît. C'est vraiment rare que ça soit. Ça tout arrive, mais c'est vrai qu'on focalise beaucoup sur cette ruelle sombre. Mais dans la réalité des faits, c'est plus votre partenaire qui risque de vous forcer à boire cette tasse de thé. Parce que la différence étant surtout que il y a ce lien de notion, il y a ce lien de couple, ce lien de pouvoir, ce lien d'attachement qui fait que c'est plus facile de dire non, de voir un mec qui vient te voir dans la rue pour t'emmerder, lui dire bon mais vas-y je suis pas intéressé, salut au revoir, que quand c'est ton mec avec qui t'es tous les jours, qui là te met un petit coup de pression, il y a l'empathie, il y a la culpabilité, il y a tout le fait d'être aimé, le besoin de tout ça qui fait que en fait on va dire oui alors qu'on veut non. Moi je me souviens toujours, j'avais une amie, on n'a plus trop de contact. Peut-être suite à ça d'ailleurs, on avait eu une conversation où cette amie était une personne qui n'avait pas d'attrait particulier pour les relations sexuelles. Mais d'elle-même disait que fallait bien qu'elle se force parce que lui il avait envie et que c'était la moindre des choses vu qu'ils étaient ensemble. Et ça, c'est terrible parce que c'est quelque chose qu'on se pose nous-mêmes sur nous, dans nos relations. On a tendance à s'écraser, surtout lorsqu'on est du genre féminin. Malheureusement, on a été éduqués. Et je ne parle pas d'éducation au niveau de nos parents. Il faut savoir que nos parents, ils nous éduquent, mais c'est la société tout entière qui nous éduque. Il y a les parents, il y a l'école, il y a les médias. Les médias, beaucoup les médias, qui nous apprennent que, typiquement, le fameux baiser volé... mais on est éduqué à l'amour. Pour moi, je trouve qu'on est vraiment éduqué à cet amour toxique de l'amour-passion où il faut qu'il y ait des cris, où il faut que, tous ces trucs-là qui font que. Il faut qu'on se tape dessus. Voilà. C'est bien preuve qu'on s'aime. Quand on s'aime en étant pas cool en fait l'un envers l'autre. Et c'est vrai qu'il y a cette notion de, vraiment de pouvoir dans un couple qui est omniprésente et qui fait que on se retrouve à culpabiliser de ne pas avoir envie de faire des choses. Et pourtant, on est tous ici d'accord de dire que faire un truc, même un truc tout bête, aller à un repas ou un truc familial où on n'a pas envie d'y aller, c'est chiant. Mais quand c'est des rapports intimes, où on rentre dans ton intimité et qu'on se retrouve à devoir dire oui par peur de décevoir une personne, c'est extrêmement violent, vraiment. Globalement, les relations amoureuses, aimez-vous d'abord, aimez l'autre après. C'est tout bête, mais c'est très compliqué d'être dans une relation saine si déjà vous
vous mettez en deçà de votre couple l'amour que vous avez pour vous-même, l'acceptation de votre corps. Votre corps, il vous appartient, en fait. Quel que soit votre âge, quelle que soit votre condition, votre corps, il vous appartient. Vous êtes la seule personne à pouvoir avoir le droit de décider ce qui lui arrive. Bon, évidemment, pendant les extrêmes, les personnes qui se font mettre en prison pour des actes ignobles. Voilà. Oui, bon, on essaye de... Effectivement, la législation a quand même le droit de... Voilà. Ouais. Mais voilà, c'est globalement, il faut considérer vous, votre corps, avant de considérer la relation. Ça paraît tout bête. On se posait la question, normalement, on avait dit peut-être au début, demander qui est arrivé en couple et qui va repartir célibataire après cette conférence, parce que... Non, c'est bon. Et puis, en vrai, de vrai, en parlant... franchement, quelqu'un, quand vous dites non à quelqu'un et que la personne en face négocie, se vexe ou autre, et que du coup, elle... Fuyez. Voilà. En fait, je pense que c'est le premier red flag. C'est vraiment quelque chose qui... Le prenez pas pour vous. Voilà, le prenez pas personnellement, vous avez posé vos limites, la personne ne l'accepte pas et elle ne l'acceptera sûrement jamais. On ne fait pas changer des personnes, on se met pas avec des gens dans l'espoir de les faire changer. Si déjà directement il y a un problème pour ça, moi je trouve que c'est très gentil de sa part d'avoir été aussi honnête et faut partir, vraiment. Alors, petite traduction, parce que red flag, tout le monde ne connaît pas, c'est du vocabulaire un peu militant. C'est le petit drapeau rouge. Alors moi, je préfère parler de gyrophare, un petit gyrophare qui s'allume dans la tête quand vous comprenez qu'il y a un truc qui ne va pas. La petite alerte qui s'allume rouge dans la tête, il faut l'écouter. Quelque chose qui ne va pas, une petite alerte qui s'allume dans votre tête, vraiment, il faut l'écouter. Alors, première étape, déjà, en parler avec l'autre. Parce qu'on parle beaucoup de soi, s'éduquer soi et tout ça, mais on n'a pas à éduquer les autres. Mais poser ses limites, c'est aussi les verbaliser. Il ne faut pas avoir peur de vous exprimer. Vraiment, on s'exprime, on exprime ses limites. C'est OK de dire non. C'est OK de dire bah moi, ça me va, mais ça me va pas. Par exemple, je veux bien qu'on se tienne la main, mais je veux pas que tu me prennes dans tes bras. Je veux bien qu'on se fasse des câlins, mais je veux pas être nu contre toi. Ça peut être plein de choses comme ça. Donc, vraiment, c'est verbaliser les choses. Parce que, de toute façon, dans les relations amoureuses, parlez-vous. Hein. Puis, il y a aussi peut-être des gens qui vont se dire oui, mais c'est pas du tout romantique de poser des questions. Et puis, finalement, c'est mieux quand on se parle pas, c'est mieux quand c'est induit, etc., etc. Mais en fait, il faut vraiment se questionner sur tout ça, en fait. Sur tout ce qu'on vous a appris qui est la norme, vs la réalité de ce qu'on vit, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont romancées dans toutes ces relations-là et qui sont vraiment à questionner parce qu'au quotidien, ça nous fait peser sur nous-mêmes une culpabilité énorme de ne pas être comme dans ces films ou de ne pas aimer les mêmes choses que dans ces films. Mais c'est OK et c'est... Enfin, moi, genre, en tout cas, personnellement, plus une relation est romancée comme dans les films, plus ça me dit qu'il faut... Enfin, moi, je fuis vraiment... voilà. Mais c'est l'homme qui court dans la gare après celle qui s'en va pour aller rejoindre un autre, mais il la rejoint, il l'attrape et il l'embrasse. Non, c'est pas cool. Elle est partie pour un autre. Elle a le droit de partir. Et puis oui, je dis bien il et elle parce que clairement dans les films c'est ça. C'est homme, femme. On dira bon, il y a de plus en plus de représentation LGBT, mais soyons honnêtes, c'est homme, femme, c'est homme qui rattrape femme. Et qui de force l'embrasse. Qui elle veut, lui veut pas, et puis après il veut, et puis après il revient dans sa vie, et puis bon bref. Un baiser est une agression sexuelle lorsqu'il n'y a pas de consentement. C'est dans la loi. Juste comme ça. Je pense qu'on a fait le tour. Non, je pense qu'on a fait le tour. Évidemment. Je te laisse aller chercher des questions. C'est bon Oui, bah oui. Moi, je vais commencer pour une fois par poser une question, puisque j'ai... Oui, on l'a pas laissé très parler. autonome, c'est magnifique. J'ai pu écouter la conf, c'est pas souvent le cas. Tu as commencé la table ronde en disant on l'a préparée et ça nous a paru comme étant des évidences. D'accord ? Et je suis assez d'accord avec ça, mais comment vous expliquer que ça a beau être évident, on sent bien que dans les faits, ça ne l'est pas ? Déjà, c'est évident pour nous. Parce qu'on est sensibilisés, parce qu'on est toutes les deux militantes féministes, je pense que je ne m'avance pas trop pour toi, que du coup, c'est des choses qu'on a potassées, on a lu sur le sujet, on a regardé sur le sujet, on a écouté des conférences sur le sujet. Donc au bout d'un moment, en fait, ça nous paraît des évidences parce que c'est quelque chose qu'on met... En plus, moi, vu que je travaille dans l'éducation, alors je ne fais pas les interventions d'éducation à la sexualité, parce que je ne suis pas habilitée et que j'ai déjà beaucoup trop de travail. Peut-être qu'un jour on me les fera faire, je ne sais pas. Notre cher ministre et notre cher gouvernement est toujours à nous rajouter du travail. Oui, c'était gratuit. Je ne fais pas les interventions. Par contre, les interventions se font toujours avec un professeur dans la salle. Donc ça fait partie des choses qu'on entend tous les ans. Dites à nos élèves.
Le truc, c'est que nous, pour moi, c'est une évidence, mais ça ne l'a pas toujours été déjà, vraiment. Et même quand ça ne l'était pas, j'étais persuadée que ça l'était. Et c'est vraiment très compliqué de mettre des mots dessus entre la théorie et la pratique. Quand pendant très longtemps, moi, ces notions étaient très très floues, vraiment très floues, et pourtant, j'étais persuadée que ça ne l'était pas. C'est vraiment, j'étais en mode, mais non, mais je sais que oui, que ça, etc. Mais au final, aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que plein de fois, même si j'avais conscience de ça, dans la réalité des faits, on est tellement, en tant qu'enfant, vraiment éduqué à ça, en fait, à accepter des choses qui ne sont pas acceptables, à banaliser des choses qui ne sont pas banales et qui devraient être questionnées, que quand on est adulte, pour nous, ça nous semble normal. Mais vraiment, il y a beaucoup de choses qui semblent normales à la plupart des gens, qui, moi, aujourd'hui... me font grincer des dents, et quand on parle à la personne, elle va te dire non mais t'inquiète et tout, et pourtant c'est des personnes qui ont conscience de tout ça. Et du coup c'est très dur parce que ces sujets, on a l'impression d'enfoncer des portes ouvertes et d'en parler tout le temps, et même si là plein de gens vont sortir et vont se dire oui, ben, c'est pas pour autant que ça va être oui pareil au quotidien, parce qu'entre théorie et pratique, il y a quand même énormément de choses à faire, et puis la société est faite pour qu'on se retrouve à que ce consentement soit tout le temps bafoué. Pas que dans le couple, hein, dans un peu tout, en fait. Moi, je trouve ça un peu intéressant parce que ça a vraiment évolué, c'est devenu un peu plus évident avec la crise Covid. Parce que il y a eu la question de la bise. D'un coup, on a demandé aux gens s'ils voulaient faire la bise. Ou déjà, beaucoup de gens ont arrêté de faire la bise, et on a commencé à demander aux gens s'ils étaient OK pour faire la bise. En gros, on leur demandait pas s'ils avaient donné leur consentement, mais s'ils avaient peur de choper le Covid avec une bise. Mais en fait, de base, il faudrait demander, tout simplement. C'est pas juste parce qu'il y a des... Bon, déjà, on peut avoir son opinion. Moi, personnellement, je suis pas très, très bise, en réalité. Parce que, comme disait ma grand-mère, on n'a pas besoin de se sucer la pomme pour se montrer qu'on s'aime. Et ouais, non, c'est vrai que je trouve ça assez étonnant que ce soit une crise sanitaire qui ait fait que les gens demandent un peu plus le consentement. C'est parce que c'est personnel. Je pense que le consentement pour soi... il y a beaucoup de gens qui vont se dire oui, mais je veux pas choper de maladie. Enfin, la bise, t'es chiante quand tu fais pas la bise, mais quand il s'agit d'une bonne raison de pas faire la bise, là, c'est OK. En fait, le je n'ai pas envie est une raison suffisante. Hein, parce qu'il y a ce truc de dire oui, mais j'ai pas envie, mais pourquoi ? Non, mais juste, j'ai pas envie, c'est suffisant. Voilà. C'est assez. Il n'y a pas besoin de justifier de pourquoi on n'a pas envie. Parce qu'on est vraiment, je sais pas si c'est très français, mais je dirais que oui, de se justifier de tout. De oui, mais j'ai pas envie parce que je suis fatiguée. Et du coup, on est toujours obligé de mentir, de chercher des excuses, alors que de base, on n'a juste pas envie. Et le j'ai pas envie, pour moi, devrait suffire à tout débat. Voilà. Merci. Merci. Est-ce qu'une fois qu'on a acquis... Pardon. Ok. Ça reste dans le thème. Ben oui, exactement, là, c'est assez clair. Est-ce qu'une fois qu'on a acquis l'idée que mon corps m'appartient, est-ce qu'on pourrait considérer que le fait que quelqu'un refuse que son partenaire aille voir ailleurs, ça tombe sous le coup du non-consentement, en fait, parce que c'est un peu comme si la personne avait une possession sur mon propre corps, quoi. Genre, si quelqu'un refuse que j'aille voir ailleurs, est-ce que c'est pas justement rompre mon consentement que la personne s'approprie mon corps ? J'ai grave de choses à dire là-dessus. Si c'est tout un questionnement sur le couple hétérosexuel hétéronormé et monogame, de qu'est-ce qui est de la possession, qu'est-ce qui est de l'appartenance, etc. Et c'est une énorme question... Enfin, moi, dans ma vie, en tout cas. Mais je pense que ça dépend en vrai des gens, en fait. Parce qu'on est tellement... c'est le couple hétérosexuel, hétéronormé et tout, c'est une norme qui, je pense, en tout cas, doit être questionnée par ceux qui ont envie de la questionner. Et évidemment, quand tu te mets avec quelqu'un qui est en mode « non, moi, je veux juste une relation exclusive, etc., je veux rien d'autre », ça fait partie des limites. Ça fait partie des limites et on ne peut pas demander à la personne de changer. Et nous, on ne peut pas nous imposer non plus un couple genre exclusif si on n'en veut pas. Et je pense que ça fait partie des limites et que ça se discute avec le partenaire. Voilà, c'est ça, c'est les limites qu'on pose dès le début. Bon, il y a les limites sur son corps au niveau de la relation avec la personne, mais il y a aussi est-ce qu'on est exclusif ou pas. Il faut en discuter. Alors la possession, c'est un peu particulier parce que je pense que c'est au-delà de la possession, c'est vraiment la façon dont on est, comment on partage
l'idée du couple, en fait. Ça, pour le coup, ça va au-delà du consentement pour moi. Oui, puis c'est Mais- quand même très politique aussi dans le fond. Et c'est très politique. Comme question. Enfin, J'avoue. c'est beaucoup de politique. Mais encore une fois, en relation amoureuse, parlez-vous. Et puis si vous n'êtes pas d'accord, Ouais. on a le droit de dire je t'aime, mais en fait, c'est pas compatible. Ouais. C'est- L'amour ne justifie. Vous n'aimerez pas qu'une Ah, seule personne dans votre vie, qu'il faudra rattraper si elle s'en va, tout ça. Non, arrêtons avec les comédies. Je n'aime pas beaucoup les comédies romantiques, Puis, vous l'aurez compris. Même on évolue en fait. Et c'est ok de se dire, moi je me suis mise avec une personne et puis j'étais comme ça. Et puis 5 ans plus tard, je m'aperçois qu'en fait ça me va plus du tout. On en parle, on voit et puis en fonction on part. Hein. Si jamais, parce que ça peut faire beaucoup de mal de se retrouver dans des relations où on n'est pas d'accord sur ses limites, tout simplement. On va faire simple. Pas obligé. Merci, pardon, d'abord. J'ai entendu dans le dernier épisode des Couilles sur la table, excellent podcast, que Excellent. en Suède, donc c'est toute une série qu'ils font en ce moment sur la justice, et ils disaient qu'en Suède, apparemment, maintenant, dans des cadres de viol ou d'agression sexuelle, il faut que ce soit à l'auteur des faits de prouver qu'il y avait consentement. C'est un truc qu'on n'a pas encore dans la justice française, je trouve ça super. Et ma question, c'est, si je me mets en mode avocat du diable, gros masculiniste, tout ça, oui, mais du coup, c'est injuste parce que on pourrait m'attaquer même s'il y a eu consentement, et comment je pourrais le prouver parce que j'ai pas enregistré la fille qui m'a clairement dit que machin. Qu'est-ce que vous auriez à répondre à quelqu'un qui vous poserait cette question? Alors, moi, personnellement, j'aurais une réponse tout simplement, parce que je traîne beaucoup trop avec des juristes. C'est une affirmation, la justice préférera toujours des coupables en liberté que des innocents en prison. C'est un drame, on peut le pleurer tant qu'on veut, mais moi, c'est ce que je réponds à ces gens-là, c'est que tu es bien gentil avec toutes tes théories fumeuses, machin. Alors déjà, n'agresse pas les gens, ce sera plus simple pour pas finir en tôle. Et surtout, oui, la justice préfère... Alors, il y a toujours des erreurs, c'est affreux, ça arrive. Il y en a très peu, au final, comparé au nombre de personnes qui ne sont pas condamnées, en particulier dans le cas des violences sexuelles. Je ne sais plus de combien on évalue. De celles qui mentent, c'est ça? Non? Parce qu'il y a le truc oui, il y a débat aussi celles qui ont oui, menti, mais elles ont menti et tout, c'est 6%. Alors, ça dépend en plus des stats. Ouais, Il y en a, ça oscille entre... Alors, ça dépend de comment ils évaluent, mais il y a selon les statistiques, ça va de 0,003% de menteuses, je suis désolée, jusqu'à 6%, selon les stats. Alors, c'est un grand gap, hein, mais en fait, ça dépend de s'ils prennent en compte uniquement ce qui a été instruit, ou s'ils évaluent en prenant le taux théorique, puisque la grande majorité des agressions sexuelles et viols, il n'y a pas de plainte. Oui, ouais, voilà, il y a toujours la peur. C'est la boîte noire du truc. Voilà, donc, ça dépend de ce qu'on évalue, mais globalement, il y a extrêmement peu de personnes qui sont condamnées à tort. Et voilà. Peu de personnes. Moi, la qui sont réponse, condamnées c'est tout vraiment court, hein. la justice préfère toujours des coupables en liberté que des innocents. Surtout pour en ça, prison. j'ai l'impression que c'est devenu OK. Hein. Enfin, c'est pas si grave après tout. Bonjour. Moi, je me pose plein de questions autour de ça. J'ai vu plein de fois la vidéo sur la tasse de thé, et je trouve qu'il y a effectivement des ressorts comiques qui sont chouettes, mais moi, il y a quelque chose qui m'agace, c'est le fait qu'elle véhicule le fait que le consentement, c'est simple, et mon vécu en est très, 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 très loin. Et on a parlé de la bise, et en théorie, effectivement, ça me paraît simple. Avec tous les enjeux sociaux, les biais qu'il y a, ça me paraît moins simple. Et si je prends un autre exemple, pour moi qui ai été éduqué plutôt avec des codes masculins, je ne me sens pas forcément autant concerné par le ménage ou des choses comme ça. Du coup, si j'écoute ce qui est juste pour moi, mon consentement à passer un coup de balai ou pas, et que d'autres ne sont pas au même endroit, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose... Je sens qu'en matière de ressenti, je suis à un endroit, et en matière de rapport à la justice, je ne suis pas au même. Donc en matière de simplicité du consentement, voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et l'autre, j'aurais envie de faire un lien entre consentement, patriarcat et capitalisme, et le fait qu'il y a des cours d'insistance
parce que c'est rentable en tant que procédé marketing pour vendre. Les fameux pick-up artistes. Et effectivement, et c'est appliqué ailleurs que pour vendre, mais j'ai l'impression que tant que c'est valorisé socialement de faire de l'argent avec de l'insistance, ben pourquoi quand c'est autre chose que de l'argent, ce ne serait pas valorisé ou ancré en tant que tel. Et pareil pour le Kindimo consent, ben politiquement, s'il y a une réforme qui veut passer et qu'il n'y a pas des mouvements de foule qui s'élèvent contre, eh ben, Même s'il y en a. même si en théorie on adorerait que ce ne soit pas du Kindimo consent, dans la pratique, si on ne s'oppose pas très activement à une décision gouvernementale, ben voilà les différents points sur lesquels j'aimerais bien avoir vos avis. On est parti loin, mais je vous laisse vous Alors, débrouiller. juste pour les tâches ménagères, pour moi, Ouais. ça ne rentre pas du tout dans le consentement. Au niveau de la vie de couple, Ouais. je fais un aparté, hein, mais c'est des choses, on s'entend. On peut très bien être en couple et ne pas vivre ensemble. Et si tu as envie de vivre dans ton bordel, c'est ton droit. Si elle ou Ouais. lui veut vivre dans un truc très ordonné, Ouais. c'est son droit. Voilà. Mais après, pour moi, c'est plus des questions de vie de couple, de chacun à ses limites, comme sa façon de vivre. C'est pareil, c'est toujours dans le couple hétéronormé, l'idée qu'on est obligé de, bon déjà, homme-femme, vivre ensemble, Ouais, dormir ensemble. dormir ensemble. Alors c'est très français, hein, le fait de dormir dans le même lit. Nous sommes parmi les seuls à avoir des lits doubles, et nous sommes parmi les seuls en Europe à avoir des lits doubles aussi étroits. Dans la plupart des pays d'Europe, chacun vit dans son lit, ou sinon c'est un lit extrêmement large, voire avec chacun sa couette. Ça nous paraît bizarre à nous, hein, mais oui. Et puis vous tenez trop chaud. Vous tenez trop chaud. Non, mais après, le truc, c'est que c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, c'est un débat politique de fond et de forme. Enfin, je veux dire, si on commence... moi, je suis très militante et très radicale. Du coup, moi, je suis vraiment à dire que la notion de famille est le problème dans notre société. Il y a trop de choses à dire, mais ça serait... on pourrait faire une semaine de discussion là-dessus, sur le problème du patriarcat, du capitalisme et de tout ce que ça induit derrière. Mais oui, évidemment, on est matrixé de oui, il faut forcer, même la pub et tout, enfin, où le consentement, voilà, c'est où les consommateurs se retrouvent à être harcelés de messages hyper alléchants avec plein de techniques de marketing qui pourraient très bien marcher si on est quelqu'un de mal intentionné dans son couple. Mais Les après, pick-up artistes, ouais. concrètement c'est ça. Hein. Alors pour ceux qui connaissent pas les pick-up artistes, ce sont des personnes qui créent du contenu, en particulier vidéo. Parfois ils font même payer des personnes qui sont en ce qu'on appelle misère sexuelle, des personnes qui arrivent pas à trouver un ou une partenaire. Et donc ces pick-up artistes enseignent à comment arracher entre guillemets le consentement à la personne. Concrètement, c'est ça. Quelle phrase sortir si la personne, elle vous répond ça, que dire s'il se passe ça, etc. Comment aborder la personne. C'est vraiment... la personne qu'on vise devient plus une proie que réellement, que réellement une personne pour qui on peut avoir de l'affection ou du désir. C'est toute une éducation. Mais bon, voilà, j'espère que vaguement on peut répondre à ta question. Après, c'est sûr qu'on ne va pas rentrer dans le débat politique du capitalisme parce qu'on sort vraiment trop de la relation amoureuse. Mais oui, là, on partira un peu loin. Du coup, moi, on peut entendre des femmes parce que je sais pas, on a eu une femme au début. Justement. Merci. Ah, super. Du coup, moi, je recentre un peu le débat. On a du coup beaucoup parlé de la relation de couple, mais c'était un petit peu induit que ce soit la relation de couple hétéro. Est-ce qu'il y a des dynamiques particulières en relation de couple lesbienne, gay ou autre, ou est-ce que c'est les mêmes dynamiques qui se voient? En fait, c'est compliqué parce que moi je suis pas concernée puisque je suis hétérosexuelle. Du coup, je suis pas hyper à jour là-dessus, mais comme dans beaucoup de relations de couple qui sont gays, lesbiennes et tout ça, il y a quand même des dynamiques qui ressortent, qui sont quand même les mêmes du couple hétéronormé, avec cette. Parce qu'en fait, on a tendance à imiter ce qu'on connaît et ce qu'on sait. Et c'est vrai que c'est compliqué de sortir de ces structures, il y a de la violence dans tous les couples, évidemment. Je crois que les stats disent qu'il y en a moins dans les couples lesbiennes que dans les autres couples. Mais oui, les dynamiques, bien que tu sois avec une personne du même sexe ou du même genre ou de tout ce que tu veux, il peut y avoir ces relations, oui, de non-consentement, d'éducation à ça, ou de personnes
qui va être... Enfin, peu importe ton genre, en fait, tu peux adopter des comportements très masculins ou très féminins. Enfin, je veux dire, voilà. Codé comme féminin Codé, ou masculin. Stéréotypé, tout ce que tu veux. Au niveau des chiffres, alors, il faut toujours faire attention avec les chiffres sur tout ce qui est agression sexuelle, violence intrafamiliale ou interne au couple, parce que y a beaucoup de gens qui se taisent. Ouais. Sur les couples lesbiens et gays, alors il me semble, pour les couples lesbiens, qu'il y a 1,2% des cas de violence conjugale qui concernent des couples lesbiens. Il me semble. Oui, je vérifie. Moi, je trouve que le meilleur indicateur, c'est d'écouter les gens. Et on parle souvent du MeToo. On oublie qu'il y a eu un MeToo gay et un MeToo lesbien. Parce que, justement, en particulier le MeToo gay, ça avait été très compliqué, puisqu'il y a bien sûr entre les hommes gays des violences sexuelles qui existent, qui sont graves, et qui sont passées sous silence, très souvent, parce que un homme, ça pleure pas, un homme, ça souffre pas, un homme, ça a toujours envie. Non. Non, même dans les relations hétéros. Ouais. Y a, parce que quand on parle des violences faites non, mais aux c'est femmes, que le MeToo gay a été quand même beaucoup moins relayé que le MeToo évidemment, hétérosexuel. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc de toujours dire oui, mais quand on parle de violences faites aux femmes et tout ça, il y a toujours le truc oui, mais les hommes aussi, nanana. Oui, évidemment. Mais c'est toujours le bon moment d'en parler, sauf quand on parle des violences faites aux femmes, où pour une fois on essaye de... Le MeToo gay était très séparé du MeToo. Ouais, non, mais c'était vraiment trop longtemps. Mais il y a peu de temps, il y a eu un MeToo lesbien où j'ai été très triste de voir certaines militantes féministes et lesbiennes dire que, en gros, les personnes desservaient leur cause en dénonçant les violences que peuvent subir des femmes de la part d'autres femmes. Il y a certes plus de violences commises par les hommes, et plus souvent sur les femmes, mais quel que soit votre genre, alors en plus on n'a même pas encore parlé des personnes transgenres, mais alors là je suis désolée pour vous, vous avez eu la vie en hardcore, vraiment, je suis désolée pour vous, qui en plus, vu que ces personnes-là rentrent dans des cases toujours particulières, elles sont rejetées de partout, il n'y a pas d'espace, vivent beaucoup plus de violence, évidemment, mais et je sais plus ce que je voulais dire. Que tout le monde vivait des... tout le monde en vit et il faut le dire. Alors encore une fois, je suis désolée messieurs, mais c'est pas le moment de dire ouais mais les hommes aussi en souffrent quand il y a une personne victime qui parle. De ce qu'elle vit. Voilà. Et c'est pas ok non plus de dire à une personne non mais tais-toi parce que si tu dis que les lesbiennes commettent aussi des violences sexuelles, tu vas desservir la cause LGBT, c'est pas cool. Non. Il faut faire le ménage chez nous aussi en fait. C'est tout comme quand il y a eu des affaires de violences sexuelles dans des partis de gauche, de droite, etc. Non, on fait le ménage chez soi. Non, mais tout à fait. C'est vrai que, qu'importe qui on est, on peut en parler. Il n'y a pas de honte à avoir qu'on soit... qu'importe. Vraiment, c'est très important de sortir du truc de oui, mais les gens vont penser que, etc. Je pense que c'est bien aussi d'en parler parce qu'il y a des choses... Même du coup un peu pour les stats entre guillemets puisqu'on se résume toujours à ça, mais entre les stats et la réalité il y a quand même beaucoup d'écart je pense de personnes qui se taisent vraiment et que quand tu parles en privé avec la personne tu te rends compte qu'elle va dire non mais qu'en fait c'est oui, qu'elle a vécu des choses mais qu'en fait elle s'en rendait pas compte, puis en fait tout simplement de se rendre compte qu'on vit des violences des fois ça arrive très tard, ça peut arriver à l'âge de 50 ans, de 60 ans de se rendre compte que on a vécu des choses pas cool et du coup les stats sont pas vraiment très représentatifs de tout ce qu'on vit je pense. Pour plusieurs raisons, déjà que certaines stats sont faites sur du déclaratif, c'est horrible mais je crois que c'était entre 7 et 70 ans 100% des femmes ont vécu des violences sexuelles, que ce soit type agression verbale, agression sexuelle, viol, c'est affreux. Mais la plupart des stats sont surtout fournis par le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur. Et il faut être honnête, aller porter plainte, c'est compliqué. Aujourd'hui, il n'est plus autorisé à la police de refuser les plaintes. Ils sont obligés de les prendre. Mais ça reste compliqué parfois. Mais forcément, c'est aussi ça qui va fausser les stats. C'est que faire le pas de porter plainte, parfois, ça prend des années. Et du coup, forcément, toutes celles et ceux qui n'ont pas porté plainte... Voilà. Sachant qu'encore une fois, en fonction de votre genre, votre orientation sexuelle, votre identité de genre, vous n'allez pas être reçu pareil par la justice. Et de la façon dans laquelle ça vous est arrivé. Et on n'a même pas encore parlé des travailleurs et travailleuses du sexe qui, vu que c'est leur boulot, après tout, elles ne peuvent pas dire non.
On me dit de me taire. C'est de la censure. Oui, tout à fait. Non, je disais juste... c'est bien, les réponses sont extrêmement mais il faut abréger les réponses. riches, Okay. mais du coup, ça nous amène à la fin. Et pour qu'il y ait le temps de transition, je ne vais pas pouvoir prendre de questions supplémentaires. Voilà. Au Par pire, contre, je pense que vous pouvez on prendre se met en haut, et s'il y en a qui veulent vraiment discuter, on est là. Ouais. Bon, mais sinon... Ah bah non, toi, t'as une, Ouais, t'as une conf juste reste après. ici. Ok. Bon bah je m'en vais, hein. Au revoir. Merci Pauline, merci Voilà. Léa. Merci à tous.